Kilosa, Kilosa, Kilosa. Et les connaisseurs connaissent, et les savants savent, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et les habitués du jeu. Eh bien, donc, tous les samedis sont là à l'affût, aux aguets, et surtout nous écouter, ça nous fait du bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous le savez bien, Kilosa, ici sur cette émission, dans cette arène de champions et devant la fioriture qui gagne ce monde, nous cherchons ce qu'il y a encore de volcanique en nous, ce qu'il y a de meilleur pour le cracher à la face de l'horrible visage congelé et déconfit qu'à bord avec un cynisme et une fatuité parfois assez déconcertante, notre époque défigurée. Bien sûr, dit comme cela, on penserait que je m'apprête à faire voir 36 chandelles aux auditeurs, mais las, qu'on se calme, qu'on se comprenne. Rien ne sera du chinois sur cette émission, personne ne perdra son latin. Il s'agit simplement de ne pas parler français comme du basque espagnol. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et tout le monde sera content à la fête de cette émission. C'est ce que nous recherchons. Je pourrais même vous faire des fleurs, mais attention, j'évoque le mot fleur, mais il ne s'agira pas également d'être une fleur bleue par ici. Ladies and gentlemen, Kilosa, tous les samedis entre ciel et terre, nous faisons notre bonheur. Les mots ont ce pouvoir de transmuer le poids du deuil en grâce, donner aux mots une place prééminente et la résonance des syllabes et des consonnes, des voyelles et du rythme verbal réveillera le silence de la terre et des consciences et celui plus inexorable encore de la mort de l'âme qui semble engloutir avec elle depuis quelque temps notre morale et notre humanité. Les mots sont après tout notre canal humain de connaître et de reconnaître. Et c'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme le dit Sylvain Germain, les mots ont tout pouvoir et n'ont aucun pouvoir. Et leur tout pouvoir réside précisément dans leur non-pouvoir. Ou encore, dit-elle, on peut préciser que le pouvoir des mots n'est pas de l'ordre de la puissance, mais dans celui du possible. Et le possible, ladies and gentlemen, on le conjugue par ici au présent. Parce que ce Kilosa, ce que nous faisons, ladies and gentlemen, c'est simplement de faire en sorte que le savoir puisse tutoyer les dieux. Et si vous avez lu le matinal de cette semaine, notamment le numéro, l'édition du vendredi, ladies and gentlemen, vous saurez qu'aujourd'hui, en prélude à la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars prochain, eh bien donc nous allons célébrer la femme par ici, sur Kilosa. Nous allons faire en sorte que les femmes soient à l'honneur et à toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment. Je vous dis bonjour, bien le bonjour c'est vous et surtout réveillez-vous de bon pied. Comme on dit, maison faite et femme à faire, ladies and gentlemen, et comme explication, il faut rechercher une fille qui ait des biens tout acquis et un esprit docile qu'on puisse dresser à la fantaisie. Loin de moi l'idée donc de vous dire, eh bien donc de martyriser les filles, vous comprendrez. Sur cette émission, cette édition de Kilosa, nous ferons en sorte de comprendre la figure féminine dans le roman africain. Et pour me racheter après avoir dit femme maison faite, femme à faire, eh bien donc, sachez, ladies and gentlemen, qu'un proverbe dit, une phrase, une citation, un proverbe, un adage dit « Mariage d'épervier, la femelle vaut mieux que le mâle, toujours ». Et comme explication, ladies and gentlemen, parmi les éperviers, le mâle est le plus faible et le pire des deux. Voilà. Parmi les éperviers, le mâle est le plus faible et le pire des deux, le moins meilleur des deux. L'image de la femme dans le roman africain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'évoquerai avec vous plein de romans par ici. On parlera notamment de roman Une si longue lettre de Mariama Ba. On parlera de Sambène Ousmane dans ses œuvres Hala et le mandat notamment. On parlera de Soleil des indépendances. On parlera du Camerounais Mongo Betty, mais pas de lui-même, mais plutôt de son roman Perpétuer l'habitude du malheur.
On n'oubliera bien sûr pas Francis Bébé, le grand, l'immense Francis Bébé, notamment dans son ouvrage Le Fils d'Agatha Mondio. Et comment parler de la figure de la femme dans le roman Ladies and Gentlemen sans parler de Doggy Simi de Paul Hazoumet. Pour vous qui avez eu la chance de lire La Parole aux Négresses paru en 1978, vous comprendrez qu'on ne saurait parler de la femme dans le roman africain sans évoquer cet ouvrage de Hawa Thiam, un ouvrage incontournable, un ouvrage ô combien immense pour comprendre donc l'évolution, cette révolte des femmes donc dans nos sociétés. Cheikh Hamidou Kane passera par ici, l'aventure ambiguë. 3 prétendants, un mari, les bouts de bois de Dieu. Et pour finir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous laisserai sur une fin que nous allons essayer d'éteindre la semaine prochaine. Je vous parlerai du Pleurer Rire d'Henri Lopez. Alors, un programme assez chargé, vous l'avez compris. Il ne vous reste, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'à prendre vos quartiers, qu'à rester comme vous êtes. Le bonheur, on va le conjuguer ensemble au présent, s'il vous plaît. C'est ça l'esprit de Kilosa. Sur le Kilosa, ici, entre ciel et terre, je vous le disais, nous conjuguons tout au présent et surtout le bonheur. Le bonheur d'ouvrir un livre, le bonheur de partager la connaissance, parce que votre joie à vous fait la mienne. Et nous chantons avec Nana Mouskouri, et pour que toutes les femmes se mettent à chanter. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 À l'instant du réveil, pour des joies futiles, pour des joies futiles. Pour la pluie, le soleil, et pour l'impossible, et pour l'impossible. Il y a des matins plus mélancoliques, plus mélancoliques. Des matins plus mélancoliques que d'autres. J'espère que ce matin-ci n'est pas mélancolique pour vous. Si c'est le cas, restez avec moi. Je saurai vous pénétrer au sens littéral du terme, non. Sens littéraire simplement. Je saurai vous pénétrer. Moi, c'est mon bonheur, le bonheur que je partage avec vous chaque samedi sur la 88.6. Kilosa. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Ça va. Ça va. Un jour pour l'amour éternel, pour le tour du monde, pour le tour du monde. Un jour pour les filles qui sont belles, et la route longue, et la route longue. Un jour pour le temps qui passe, pour un jour de fête, pour un jour de fête. Pour chanter ce qu'on a dans la tête, on n'a pas besoin d'être un vrai poète. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une mise en condition. J'espère que le tigre commence à se réveiller dans vos moteurs en ce moment. Et j'espère que dans quelques instants, nous allons pouvoir prendre le rythme de croisière. Donc, ladies and gentlemen, j'espère que ça va. Quand vous chantiez, ça va, oui, d'accord. En préparant cette émission, j'avais eu, en pensant à cette émission de ce jour, je m'étais donné plein de sujets, je m'étais donné plein de thèmes, et j'avais notamment voulu évoquer la femme et la sexualité dans le roman africain. Puis je me suis dit,
Non, la journée internationale de la femme, c'est assez sérieux. Les gens risqueraient de penser que, bon, donc j'ai porté le débat en dessous, bien donc, de la ceinture. Mais dans les recherches, je suis tombé notamment sur une information qu'il serait pas trop prudent de ma part de garder par devers moi. C'est parlant de sexe et de femmes. Les mœurs évoluent, autre temps, autre mœurs. Quand je vous dis que les femmes sont désormais plus portées sur le sexe que les hommes, vous écarquillerez les yeux, je l'imagine. Eh bien donc, il semblerait que ce soit vrai. Mais en tout cas, il semblerait que les évolutions font en sorte que les mœurs aussi évoluent. Donc, si vous avez l'habitude de penser que les femmes sont moins portées sur la chose que les hommes, vous avez tout faux. Tout faux, comme le disent les démographes de l'INED. L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques en France. On sait que depuis les années 1970, les pratiques sexuelles deviennent plus homogènes pour les hommes et les femmes. L'âge au premier rapport sexuel est de 17 ans et demi pour les filles comme pour les garçons. Vous comprendrez que eh bien donc les filles et les garçons dans ce sens se talonnent. Il y a près d'un demi-siècle, les femmes déclaraient timidement un peu moins de 2 partenaires sexuels. Autre temps, autre mœurs, comme je le disais aujourd'hui, les femmes comptent plus de 4 partenaires en moyenne et rattrapent progressivement les hommes qui en mentionnent, attention, 12 partenaires en moyenne quand même. Hein? Ouais, 12, bon, ça le fait. Les appétits sexuels s'équilibrent donc selon les observations de l'Institut national d'études démographiques. De fait, il y a 45 ans, en 1970, les hommes initiaient les 2 tiers des rapports sexuels. À présent, ce sont les 2 membres du couple qui décident ensemble dans 4 sur 5. 60% des femmes considèrent que l'homosexualité est une sexualité, je cite, comme une autre, contre 49% des hommes. La plupart des femmes sont donc plus tolérantes. Alors, pourtant, les clichés perdus, loin de là pour dire que tout est parti. Non, les clichés perdus, la plupart des enquêtés pensent que par nature, je cite, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes, ce qui n'est pas forcément vrai. Une différence du moins déclarative apparaît toutefois. 2 fois plus d'hommes que de femmes jugent normal d'avoir des rapports charnels sans éprouver de sentiments. 2 fois plus d'hommes que de femmes jugent normal d'avoir des rapports charnels sans éprouver des sentiments. Comment ça va? On ne naît pas femme, on le devient, a dit Simone de Beauvoir. D'après Denise Polm dans Femmes d'Afrique noire, elle dit « Il ne faut pas oublier qu'une civilisation nouvelle ne pénètre vraiment et totalement la société que lorsqu'elle a été assimilée par les femmes. Ce sont elles les femmes qui sont les gardiennes des traditions. C'est par elles les femmes qu'une ère nouvelle s'installera dans la société, qui changera les relations de personne à personne pour le plus grand bien des individus et des communautés. Vive la femme !» La femme est un personnage très en vue et presque incontournable dans le roman africain. L'image qu'on lui trouve est aussi diverse que les romanciers eux-mêmes. L'une des images communes et abondamment véhiculées de la femme dans le roman africain, l'image de son rôle d'être nourricier et nourrissant. Mère nourricière, la femme assure la survie de la tribu et soutient l'arbre généalogique de la famille, d'où sans doute son malheur aussi, car autour de ces 2 aspects de son rôle social naissent souvent des heures et les malheurs de la femme. Comme on le verra dans les romans choisis au cours de cette émission, épouse soumise, la femme fait le bonheur de son mari et l'aide à convaincre certaines impasses de la vie. C'est d'ailleurs ce que l'homme exige souvent d'elle. C'est ainsi que dans le roman Doggy Simi de Paul Hazoumet, Doggy Simi dit à son épouse, je cite, «
Je suis ta propriété. Je suis prête à souffrir tous les supplices qu'il te plaira d'exercer sur moi afin d'oublier tes peines, ô femme. Éducatrice, la femme veille à ce que ses enfants soient élevés dans la tradition pour qu'ils puissent être utiles à la société. Ainsi, dans le roman Maïmouna de Abdoulaye Sadi, roman paru en 1958, il est remarquable de voir comment Daro, veuve et pauvre, s'attelle à donner à sa fille une éducation digne de la société. Vivant des maigres revenus de son petit commerce sur les marchés, Daro entoure sa fille d'un grand amour, surtout depuis que son aînée Raïna est partie vivre à Dakar après s'être mariée avec un évolué qui s'occupe des fonctions importantes à Dakar. En dépit des lettres de Raïna qui demande à sa mère de lui confier l'éducation de sa sœur, et bien donc la mère Daro s'y refuse. Son amour pour sa fille et la peur de la perdre et la peur surtout de la solitude l'y empêche. Et elle avait raison, la suite du roman nous le prouvera. Mais souvent, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les écrivains évoquant la femme dans leurs romans nous offrent une présentation assez romancée de la figure féminine, comme s'ils voulaient, se faisant glorifier la femme comme ils auraient glorifié leur propre moment. Heureusement, tous ne le font pas. Et bien donc, nous parlons de la figure de la femme dans le roman africain. En 1949, dans le deuxième sexe, tome 2, Simone de Beauvoir traite entre autres la question de la polygamie et traite l'image de la femme par rapport à l'homme. Simone de Beauvoir analyse la situation de la mère et de la femme mariée, mais aussi sa situation dans la vie sociale. Selon de Beauvoir, je cite, « Le mariage est le destin traditionnel de la femme, mais les époux ne sont jamais égaux. Le mariage rend la femme passive. » Et en Afrique, plus qu'ailleurs, je crois, cette assertion est malheureusement très éprouvée. Éprouvée. La polygamie, en fait, n'est pas pour ainsi dire un nouveau thème chez les romanciers africains. Mais comme les autres thèmes relatifs au mariage, la polygamie a commencé dernièrement à subir des critiques acharnées dans la société africaine contemporaine. Remarquons que la position de l'écrivain africain envers le mariage et la polygamie n'est pas restée statique. Si on prend par exemple Sambène Ousmane, dans son ouvrage Le Mandat, Sambène Ousmane traite du mariage et de la polygamie d'une manière assez simple, basique, comme si cela allait de soi. Mais quand vous prenez Hala, vous comprendrez alors toute la différence, tout le recul que Sambène Ousmane a face à ce sujet, face à ce thème, parce que Le Mandat a été écrit en 1966, Hala a été écrit en 1979, et entre-temps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les choses ont évolué. Dans une si longue lettre de Mariam Abba, la Sénégalaise discute une grande question, la polygamie. C'est également son premier roman paru en 1979 aux éditions Dia. On peut dire de Mariam Abba, avant sa mort en 1981, elle a écrit 2 romans, dont l'un, Le Chant écarlate, a été publié à titre posthume en 1981. Dans une si longue lettre, on a la contestation, je voulais dire, ouverte de l'aspect du mariage qu'est la polygamie. Et cette contestation est tout à fait édifiante parce que c'est une contestation du point de vue féminin. À travers un personnage féminin qui raconte son expérience personnelle, une expérience de première main, le lecteur de Une si longue lettre est appelé à participer à une dramatisation d'une contestation vigoureuse. Oui, ça se dit. Dramatisation d'une contestation vigoureuse et vraiment sévère de la polygamie. Contestation marquée par la sensibilité féministe chez 2 Sénégalaises moyennes et modernes. Avec la publication en 1979 d'une si longue lettre, la regrettée Mariam Abba paraît avoir ouvert un long débat sur la nécessité de la polygamie. Si des écrivains comme Sambène Ousmane, comme je le disais dans leur premier roman, ont tant chanté les mérites de la polygamie, il y a eu pas mal d'évolutions au cours des années dans la conception du mariage et la polygamie chez les écrivains.
Alors, les écrivains renoncent donc progressivement à la glorification de la polygamie dans le mariage, une sorte de dénégritudisation. C'est pas moi qui le dis. Patrick Méran dit traditionnellement la polygamie demeure toujours et certainement pour longtemps encore un droit inaliénable qu'aucun gouvernement africain ne s'est hasardé à modifier. Il suffit de voir le code de la famille voté au Bénin pour se rendre compte des bêtises parfois anachroniques de certains hommes, surtout quand on leur donne le pouvoir. Ça n'engage que moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais donc quand vous lisez une si longue lettre, on peut en arriver à la révolte de la femme dans le roman africain. Autrefois, la femme acceptait sa condition de manière passive, voire fatale. Dans Doggy Simi, on peut lire, comme je vous ai dit, je suis ta propriété. Mais c'est sans doute ce qui fait dire à Simone de Beauvoir que le mariage rend la femme passive. Mais les choses vont commencer à changer dans le roman à partir des années 80. L'image de la femme africaine qu'on imagine le plus souvent est l'image d'une femme soumise et silencieuse qui accepte son destin sans résistance. Cependant, pendant les dernières décennies, plusieurs mouvements féministes sont nés réclamant une meilleure position pour les femmes dans les sociétés africaines. En outre, les femmes ont commencé à écrire des livres, ce qui était longtemps un privilège des hommes. Alors, dans leurs livres, les femmes peuvent donner une image de la femme différente de celle que donnent les hommes, une image, bon, un peu plus réelle. Ainsi, dans une si longue lettre, la révolte pousse notamment Aïssatou jusqu'à déménager du domicile conjugal avec les enfants pour y mener une vie indépendante et solitaire, ce qui dans la société africaine est quel sacrilège. Mais dans une si longue lettre, vous avez dans le même temps que Aïssatou se révolte, vous avez Ramatoulaye qui, elle, manifeste une détermination assez stoïque à dominer son malheur de manière à rendre son mari et la nouvelle épouse très inquiets, car l'homme cette fois finit par abandonner son foyer pour rejoindre la nouvelle épouse qui peut lui assurer une conscience soi-disant tranquille. En fait, toute la dichotomie et la complexité du roman est là. L'autre se révolte et prend son destin en main. L'autre manifeste une détermination stoïque à dominer son malheur. Et ce malheur, finalement, c'est elle que ça abat. Aïssatou, sa révolte va jusqu'à l'extrême, très spontanément, comme un système qui lui paraît abominable et insupportable. Bien qu'elle soit musulmane, Aïssatou, et qu'elle soit née africaine, elle ne peut pas comprendre sa place dans un ménage polygame. Elle va alors se révolter contre la tradition africaine et la religion musulmane en choisissant, sacrilège encore, le divorce comme moyen d'échapper à son sort. Selon elle, la polygamie n'est établie que pour satisfaire la bestialité du sexe africain, du sexe masculin, masculin africain. Elle dit dans la lettre de rupture qu'elle a expédiée à son mari: si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles dans l'échelon supérieur de la respectabilité où j'étais toujours ici. On ne peut pas mieux écrire pour faire dégringoler un homme de son piédestal. Elle dit, et à tous les hommes, je voudrais dire, si vous devez procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil, votre orgueil ou l'orgueil d'une mère déclinante, je vous trouve vil. Dès lors, vous dégringolez, vous les hommes, qui faites cela de l'échelon supérieur de la respectabilité où les femmes vous ont toujours hissé. À toutes les femmes, je voudrais dire comme un cri de cœur, lisez, s'il vous plaît, une si longue lettre. À travers les deux femmes, vous avez deux personnages symboliques et forcément votre destin à vous, ce que vous vivez aujourd'hui se retrouvera forcément dedans. Vous avez donc deux femmes au destin symbolique, deux personnages, la femme, la jeune femme capricieuse, que j'aime souvent dire capricieuse, et peu patiente, qui réagit trop spontanément, alors que Ramatoulaye est le symbole de la femme qui, ayant investi dans son mariage, est ouverte au compromis. Et c'est cela avec les femmes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Soit on bouscule les meubles, on casse tout, soit forcément on est stoïque et on s'ouvre au compromis.
Ramatoulaye ne veut pas agir sans une réflexion profonde. Sa révolte sera une révolte psychologique qui étonnera tout le monde. Une si longue lettre est le témoignage d'une certaine prise de conscience chez la femme africaine moderne. C'est un roman qui cherche surtout à sensibiliser le lecteur aux problèmes qu'affrontent les femmes qui se veulent modernes, mais qui en même temps vivent dans des sociétés toujours sous influence de traditions qui réservent beaucoup de place aux hommes. Des traditions qui ne meurent pas facilement. Dans le cas-ci de la polygamie, une leçon apparente que le lecteur de ce roman apprend à la fin, parmi d'autres d'ailleurs, c'est que la femme africaine de nos jours ne se contente plus de laisser les hommes décider ou combattre pour elle. Maintenant, les femmes veulent prendre la parole. C'est à elles la parole. Elles demandent la parole, elles demandent à être écoutées, elles revendiquent leur place dans la société moderne. C'est dans ce sens que donc... En parlant de révolte à propos de la polygamie dans une si longue lettre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de Mariama Ba, vous avez là devant vous deux options ouvertes. Et à toutes les femmes, je dis, quelle option choisissez-vous? Le divorce ou la débrouillardise? Peu importe le choix que vous faites, peu importe le choix que vous avez décidé de faire, c'est votre responsabilité. Mais ce choix devrait vous conduire à la réussite, à votre réaction, à votre contestation. Parce que c'est cela qui vous permettra, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout mesdames, c'est rien que ça qui vous permettra d'arriver à bout et au bout des peines. Recommandation spéciale pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et des livres, des ouvrages très spéciaux qu'il vous faut lire. La parole aux négresses 68 Awatiam, ou mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Awatiam qui évoque, mesdames, comment je vais dire, cet ouvrage est comme une enquête, comme des enquêtes menées, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, des enquêtes menées par ses consoeurs, et Awatiam tire un certain nombre de conclusions en forme de condamnation à l'égard des pratiques abusives, notamment l'excision, le mariage forcé, la polygamie, qui font de la femme une mineure de vie, en quelque sorte une colonisée dans sa propre société, une femme de seconde zone. Je vous recommande aussi Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë. Cheikh Hamidou Kane qui cependant prend des pincettes et qui fait partie des auteurs qui ont quand même une timide démarche de réhabilitation de la femme, avec cette image positive de la garde royale, de la grande royale. Dans l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane donne à la femme une place de choix, une place hautement prépondérante dans la gestion et la vie de la cité. Et si vous avez lu Les bouts de bois de Dieu de Sambène Ousmane, retenez que Sambène Ousmane dans cet ouvrage donne à son héroïne Ndeye Touti une impulsion énergique qui œuvre pour de nouveaux droits de la femme. Nous pouvons ajouter certains dramaturges qui ont défendu la femme et parmi lesquels on peut citer Guillaume Oyono Mbia avec son ouvrage 3 prétendants, un mari, mais aussi Bernard Dadier dans Béatrice du Congo qui nous présente Donna Béatrice incarnant un sursaut de révolte et de dignité. Béatrice Donna qui est le symbole de l'espoir et du renouveau de l'Afrique. Et l'initié d'Olem Belikenom que vous devez lire, cette femme, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette initiée dans le vaudou qui conduit, qui avance et qui bouleverse aussi des choses. Arrêtons-nous un instant avec Amadou Kourouma dans Le Soleil des Indépendances, paru en 1967, où Fama Doumbouya, un jeune malinqué déçu par les indépendances, entraîne dans cette déconvenue avec lui sa femme Salimata, cette épouse à la senteur de goyave, c'est pas moi qui le dis, cette senteur de goyave qui se déchaisse dans une inexorable stérilité, une stérilité qui entraînera donc Salimata dans des déconvenues désespérées, Salimata qui regagne tristement sa maison tandis que s'élèvent en elle les fantasmes sanglants de la cérémonie d'excision dont le souvenir l'obsède depuis l'enfance, elle qui a été violentée par une ordre de gueux famélique qui disparaît après avoir commis leur forfait.
Dans le soleil des indépendances, vous avez l'image de cette femme qui ne comprend plus finalement sa condition de femme, mais qui, eh bien donc, se dit qu'au-delà de tout, elle doit être forte, avancer, soutenir son mari. Mais dans ce soutien, elle qui se découvre aussi, comment dire, entre guillemets, inutile parce que n'ayant pas d'enfant et se demandant à quelle sauce elle devrait être finalement bouffée. Cette femme qui accompagne un mari déçu, un roi sans trône, un roi qui se promène de poubelle en poubelle, et bien donc de tas d'ordures en tas d'ordures, de cérémonie de décès en cérémonie de décès pour survivre. Salimata qui est comme ça, comme on peut le dire, jetée en pâture aux exigences d'une société qu'elle ne finit pas de comprendre. Un ouvrage arrive pour rigoler aussi, Soleil des indépendances. 46 minutes après 9h, vous écoutez Kilosa, ladies and gentlemen. Et pour être franc, pour ma part, 2 figures féminines m'ont marqué. Je vous parlerai notamment de Nana. Nana dans l'ouvrage Nana. Et à toutes les femmes, j'aimerais vous dire, un homme patient, c'est qui? C'est le loup galant. Et pour remettre dans l'ordre, sachez qu'un homme galant, c'est un loup patient qui attend patiemment son heure. Sinon, comme le disent les Ivoiriens, dans homme là, il n'y a pas son bon. On a remarqué que les femmes qui prennent la pilule restent en moyenne 2 ans de plus en couple que celles qui n'en prennent pas. Bonjour. Allez comprendre pourquoi. Moi, je serai parti dans quoi 2 minutes. Et à toutes les femmes qui veulent assumer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sachez que faire un enfant à 16 ans, c'est comme quitter une soirée avant même que le DJ soit arrivé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je reviens. C'est pour faire le point avec vous en 2 minutes. Donc, les expressions et les proverbes, citations avec femmes à retenir, c'est que quand on dit maison faite et femme à faire, ce que ça signifie qu'il faut rechercher une fille qui ait des biens tout acquis et un esprit docile qu'on puisse dresser à la fantaisie pour les hommes qui en veulent. Quand on dit mariage d'épervier, la femelle vaut mieux que le mâle. Comme explication, c'est qu'effectivement, parmi les éperviers, le mâle est le plus faible et le pire des deux. C'est un amoureux des 11 000 vierges, pour dire, en fait, pour parler d'un homme qui aime en tout lieu et dont le cœur est ouvert de tous les côtés, comme qui dirait un homme à femme. Autrement dit, un homme qui est un coureur de jupons, un collectionneur de femmes invétérées. Et n'oubliez pas, retenez que l'histriotophilie est le fantasme des criminels et c'est souvent chez les femmes qu'on remarque cela le plus. La semaine prochaine, on revient avec les femmes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est l'occasion pour moi de vous parler de l'ouvrage Le pleurer rire d'Henri Lopez qui parle notamment eh bien donc, de la sexualité et d'une certaine manière de dérision envers la femme. Je vous retrouve samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.